Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Antonin. Bonjour Céline. Bonjour. Économiste à l'OFCE. Face à vous, Denis Ferrand. Bonjour Denis. Bonjour. Président de la CEP et directeur général de Rexecode. Et face à vous, Gilbert Sette. Bonjour Gilbert. Bonjour. Professeur d'économie à Neoma Business School, auteur de Travailleurs mais pauvres, et sur le point de sortir un nouvel ouvrage ambitieux. Sauver la démocratie sociale. En voilà un programme. Ce sera le 21 janvier aux éditions Kalman Levy. Kalman Levy. Dans la collection créée par Raymond Aron, Liberté de l'esprit. Ce qui vous oblige. Absolument. Très honoré. Pas rien. Voilà pour mes invités du jour. Vous voulez poser vos questions durant l'émission, n'hésitez pas sur mon compte Twitter, @legenra, LEGENRA. Je reprendrai toutes vos questions dans l'émission. Allez-y, n'hésitez pas. On va commencer par le Venezuela. Évidemment, l'affaire Maduro, l'enlèvement qui a un peu bouleversé ce début d'année. C'était la surprise le 3 janvier. Une actualité que je veux raccrocher à la signature prochaine et probable du Mercosur. On l'attend lundi prochain, normalement, au Paraguay. La présidente de la Commission européenne doit s'y rendre. Avant ça, il y a quelques réunions à Bruxelles. Dès demain, une vingtaine de ministres de l'agriculture se rendront à Bruxelles pour parler du Mercosur, pour parler aussi du budget, du prochain budget de la PAC. Ce Mercosur qui arrive en pleine colère agricole française, mais qui pourrait être un levier pour l'influence européenne en Amérique latine. Je voudrais qu'on commence un peu par ça. Quels sont les enjeux économiques pour l'Europe autour de ce traité? Peut-être je commence avec vous, Denis Ferrand, de ce traité de libre-échange. Qu'est-ce qu'on y a à y gagner? On n'a entendu que du négatif et que des craintes en France autour de ce traité de libre-échange. Peut-être qu'une des manières de l'appréhender, c'est de se projeter par rapport à ce qui est le sous-jacent de l'intervention des États-Unis au Venezuela. Donc c'est bien entendu l'accès à de la ressource. Notamment pétrolière. Enfin, cela a été répété à satiété depuis l'intervention américaine. Mais c'est peut-être précisément à partir de ce point-là que l'on peut commencer à appréhender la relation avec le Mercosur. Et on est dans un moment qui est quand même assez critique sur de la sécurisation d'approvisionnement. C'est probablement l'élément principal qu'il y a dans l'accord du Mercosur, bien au-delà des enjeux agricoles qui sont mis sans arrêt en avant, parce que c'est là qu'il peut y avoir des pertes, mais on pourra y revenir. Oui. Mais c'est surtout de la sécurisation de l'accès à des terres rares, à une source de compensation, de diversification des sources par les terres rares. On rappelle ce qu'il y a au Mercosur. Il y a notamment effectivement toutes ces terres rares nécessaires. Tout un ensemble de ressources que l'on va trouver. Il y aura du cobalt. Enfin, il y a beaucoup d'éléments pour lesquels on peut se dérisquer aussi par rapport à la Chine. Maintenant, la question qui se pose, c'est le sous-jacent de l'intervention américaine, c'est certes le pétrole, mais c'est aussi de ne pas voir dans le Venezuela comme une porte d'entrée pour la Chine, pour la Russie. Et donc, le Mercosur, c'est aussi, par certains aspects, pour l'Europe, une manière de s'arrimer avec le continent. Est-ce que les Américains le voient d'un très bon œil? Je ne suis pas certain qu'ils soient très favorables non plus à cette... Oui, bien sûr. Il faut le rappeler, la Chine, c'est le premier partenaire économique aujourd'hui du Mercosur. On pourrait dire que il peut y avoir des liens avec la vieille Europe, avec notamment l'Espagne, qui partage une langue commune. L'Europe recule en Amérique latine. L'Europe recule, et puis effectivement, surtout, la Chine a pris pied très largement. C'est-à-dire qu'elle est effectivement le premier partenaire en Amérique latine, donc c'est au Brésil, au Chili notamment, où elle est premier partenaire. C'est-à-dire que des échanges import ou export de l'ordre de 30% ou 25%. Donc on est effectivement sur des montants importants. Alors elle est beaucoup moins présente en Amérique centrale, où là c'est les États-Unis qui ont l'hégémonie. Mais donc pour l'Europe, il y a sans doute une carte à jouer pour pour passer de deuxième ou troisième partenaire, en tout cas, à une position plus convoitée. Donc comme le disait Denis, des ressources, du lithium en Argentine. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses au Brésil. Il y a des terres rares. Donc il y a tout ça, mais c'est vrai qu'il faut mettre les choses en balance. C'est-à-dire que d'un côté, les pays industriels type Allemagne, etc., poussent aussi beaucoup parce que eux, ils ont beaucoup à exporter et ça peut ouvrir des marchés pour l'automobile, par exemple, en Amérique latine. On a beaucoup dit que c'était un deal automobile contre agriculture. Alors, oui, voilà, c'est pas tout à fait ça. On l'a peut-être résumé un peu rapidement. On a un peu résumé parce qu'il y a effectivement toutes ces ressources qui sont aujourd'hui nécessaires et on le voit notamment dans des industries de haute technologie. Et en même temps, il y a cette question agricole. Alors avec quand même un certain nombre de garde-fous qui peut
peut-être peuvent rendre l'accord acceptable, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a effectivement des choses qui sont possibles en disant, à partir, si par exemple les prix venaient à baisser de plus de 5%, on pourrait activer un certain nombre de clauses. Enfin voilà, donc il faut voir si c'est pas pour nous un accord qui quand même peut présenter des avantages, et je pense qu'il y a un certain nombre d'avantages qu'on a malheureusement effectivement assez peu évoqués. Oui. Est-ce que l'agriculture française est en danger avec le Mercosur ? Ce qu'il faut commencer par dire quand on parle du Mercosur, c'est que sur les 27 pays de l'Union européenne, 24 sont pour. 24 sont pour. Enfin, 23, non, je sais pas, Hongrie, Pologne, ils sont... Hongrie, Pologne et France, et l'Italie vient de maintenant confirmer le fait qu'elle était pour. Excuse-moi, 27-23, ça fait 24. Ça fait 24. Hein. C'est vrai que l'Italie... À l'OFCE, comme à Rexecop... On a une véritable expertise, y compris mathématique, on est autour d'accord de sur cette ce table. point-là. Non, je pense à l'Italie, mais c'est vrai que... La majorité qualifiée, il faut le rappeler, en Europe, 55% des États, 65% de la population. On n'avait pas 65% de la population quand l'Italie ne voulait pas le signer et voulait reporter la signature. À partir du moment où l'Italie accepte cette signature, on a une majorité qualifiée, mais je dirais très, très forte. Très, très forte. Ce qui veut dire que... Donc c'est plié, je veux dire. D'une part, c'est plié, d'autre part, c'est pas simplement un pacte Allemagne, producteur d'automobiles et de machines-outils, et pays d'Amérique latine. Ça va bien au-delà quand même. 24 pays sur les 27 de l'Union européenne. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, ça ne veut pas dire que tout le monde y gagne. Dans un accord commercial, il y a effectivement des gagnants, des perdants. Qu'on n'accepte plus de façon aujourd'hui. locale. La somme globale, l'effet global est favorable aux deux zones, mais avec localement éventuellement des risques de perte. Je dirais que les garanties qui peuvent être offertes à un pays comme la France, à un pays comme la Pologne, à un pays comme la Hongrie, et en l'espèce, le fait d'être allié de la Hongrie n'est pas une situation particulièrement... La Hongrie de Viktor Orban. Honorable, considérée comme honorable pour tout le monde, mais c'est la Hongrie d'Orban. Le fait d'être globalement gagnant ne doit pas évidemment nous dédouaner d'être très très attentifs à différentes choses. D'une part, les clauses de sauvegarde qui ont été évoquées par Céline. Oui. Quand les marchés risquent d'être déstabilisés en prix et en volume, on peut arrêter. Alors là, c'est l'un des derniers sujets qui est sur la table, effectivement. Et puis les on était sur des variations de 8%, et là, la France essaie de pousser à 5%. Et puis, ce qui est plus important peut-être, c'est les dispositions miroirs. Oui. Rappelez-nous ce que sont les dispositions miroirs. On impose aux agriculteurs européens, dont les agriculteurs français, d'ailleurs c'est plus dur pour les agriculteurs français, on impose l'interdiction de l'utilisation de certains pesticides. Et ce qui est décidé, enfin ce que veut la France, c'est des contrôles très stricts pour que si l'on trouve des traces de l'utilisation de ces produits interdits en Europe et en France, dans les produits importés, les produits, la viande bovine, les céréales, etc., eh bien dans ce cas-là, évidemment, on suspend l'application du Mercosur pour ces produits. Oui. Et ces clauses miroirs sont tout à fait légitimes. Il ne s'agit pas de faire courir dans cette concurrence avec les pays d'Amérique latine, faire courir les agriculteurs français avec une main attachée dans le dos. Donc il faut évidemment il faut être attentif, en tout cas, à ce que l'exigence que l'on impose aux producteurs agricoles français et européens soit imposée dans nos échanges avec les agriculteurs de ces 4 pays d'Amérique latine. Non mais Gilbert, pardon, on n'est pas complètement schizophrénique dans cette histoire, c'est-à-dire que en France, on interdit certains de ces pesticides qui sont utilisés au sein de l'Europe aussi parfois, qu'on peut trouver en Italie, sur les noisettes par exemple. On a ruiné la filière de la noisette en France, on les importe désormais d'Italie, et c'est le cas sur d'autres produits aussi. Donc on n'est pas en train de se rendre fou avec ce Mercosur-là. Exactement, d'ailleurs, votre observation replace bien l'enjeu qu'il y a autour du monde agricole. Est-ce que le monde agricole souffre d'un excès de libre-échange, qui est un peu la doxa qui est en train de se pérenniser, ou est-ce qu'elle ne souffre pas plutôt d'un excès de réglementation, de normalisation, qui en fait depuis 15
l'instant n'a fait qu'augmenter, sans générer un revenu agricole supérieur, parce que de produire dans des conditions qui seraient moins de pesticides n'est pas retraduit in fine dans les évolutions des prix. Bah oui. Et donc, c'est bien l'augmentation de réglementation, mais sans la conséquence en termes de prix in fine. Et donc, vous avez un revenu agricole qui se trouve fragilisé. Et même d'une façon générale, je trouve que l'équilibre qui est fait entre l'automobile versus l'agriculture est une représentation assez tronquée. Je pense que on peut rappeler la part dans la valeur ajoutée, je ne sais pas si vous les avez en tête, mais de ce que représente l'industrie d'un côté et l'agriculture de l'autre. Oui, on est dans le cadre du secteur agricole, y compris l'agroalimentaire. Y compris agroalimentaire, ça va faire 3% à peu près du PIB en France. Quand on va prendre l'industrie, 3 fois moins. Oui, on est plutôt à 10% dans ces eaux-là. Mais surtout, ce qui est important de garder présent à l'esprit, c'est à l'intérieur du monde agricole, vous aurez aussi des gagnants et des perdants. Oui. C'est-à-dire que du côté des vins, des céréales, c'est un marché beaucoup plus profond qui peut s'ouvrir. On ne les a pas entendus, hein. Alors par solidarité agricole, disent-ils, mais c'est vrai que... Même le lait. Mais exactement. Les éleveurs peuvent être c'est la volaille et l'élevage bovin. Exactement. Oui, mais avec également des ordres de grandeur qui sont importants à rappeler. C'est-à-dire qu'au maximum, les importations en provenance du Mercosur, pour ce qui concerne les bovins, pour ce qui concerne les volailles, ce sera 1,5% de la consommation. Je crois que c'est même 1,2 pour les bovins. On importe d'ores et déjà 200 000 tonnes de bœuf du Mercosur chaque année, on va en rajouter 99 000. Ouais. Le bœuf est a priori les meilleurs morceaux d'ailleurs. C'est là que la concurrence est difficile. Il va y avoir de la loyauté. C'est un plafond. On est en train aussi un peu de refaire le match du CETA. C'est exactement les mêmes termes aujourd'hui qui sont opposés que ceux que l'on voyait en 2016-2017 au moment où était signé l'accord avec le Canada. On a fait un bilan du CETA, on sait ce qui... Oui, mais notamment sur la partie agricole. Quand vous regardez l'excédent que dégageait déjà la France vis-à-vis du Canada il y a 10 ans de cela et ce qu'il est désormais, il a été multiplié par 3. Alors, c'est pas énorme, c'est 200 millions versus 600 millions désormais. Mais c'est une progression qui s'est manifestée pour les exportations de la filière agricole et agroalimentaire à destination du Canada. Un approfondissement très important des échanges qui a bénéficié notamment à un autre secteur dont on ne parle jamais dans cette histoire, qui est le secteur des services. Les exportations de services ont explosé à destination du Canada. Et donc, ce sont tout un ensemble d'éléments. Il faut avoir une lecture complète de la carte. Et puis, in fine, il y a quelques travaux de recherche économique qui ont montré que la perte est au total assez limitée sur l'ensemble du secteur agricole et est largement compensée dans le cadre de l'Union européenne par des gains en termes d'approfondissement à l'échange. Donc il faut toujours le rappeler, l'approfondissement à l'échange. En plus, les pays du Mercosur ont envie de cet accord de manière extrêmement forte parce que... Ça fait 25 ans qu'on le négocie. Et ce qui s'est passé dernièrement les amène à privilégier encore plus la relation avec l'Europe. Donc, après, juste peut-être, je pense que la colère agricole vient du fait de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le fait qu'on impose des règlementations qui ne sont pas imposées à d'autres. Et ça, c'est quand même problématique. Et je pense que c'est pas qu'une question de prix. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas... je veux dire, moi, je suis pour la concurrence, le libre-échange, mais à partir du moment où on a des armes égales. Et c'est-à-dire que le fait où nous, on nous impose des réglementations ou à nos agriculteurs qu'on n'impose pas à d'autres, c'est pas acceptable. Et je comprends totalement à ce niveau-là la grogne. Donc, moi, je considère que dans ces cas-là, on doit exiger effectivement les mêmes normes phytosanitaires et autres, et qu'on ne peut pas avoir une concurrence déloyale, sinon c'est à ça que ça s'apparente. Et c'est-à-dire que, alors que d'autres pays, type Chine et États-Unis, en fait, subventionnent leur agriculture parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Et l'Europe aussi, la PAC dont on va négocier le prochain budget, c'est aussi des subventions. Mais si à côté de ça, on fait une concurrence déloyale, ça ne peut pas marcher. Donc il faut le faire, mais à armes égales. Donc, le sujet, c'est les normes, nous dit Céline. Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Céline. Et l'objectif de ces normes, ce n'est pas la baisse des prix. C'est des objectifs sanitaires. Ah oui. C'est quand même des objectifs sanitaires à la base. L'interdiction de certains pesticides, l'interdiction. Oui, moi je suis pas sûr qu'il faille aller vers moins de normes. Je pense que c'est dans ce domaine-là, en tout cas. Enfin, moi j'ai pas la compétence de juger. Pas la compétence non plus, mais en tout cas, si ces normes sont quand même légitimes sur le plan sanitaire, il faut pas en attendre une baisse des prix. Et évidemment, il faut, comme l'a très bien dit Céline, il faut s'efforcer, il faut lutter, il faut combattre pour que ces normes soient appliquées à tous les produits qui sont importés en France. Mais je dirais que dans la colère agricole, il y a un autre élément. Cette crise, le problème du Mercosur s'ajoute à la crise
de la dermatose, liée à la dermatose. Oui, Donc il y a une simultanéité entre les deux. En voie d'être traité, on l'espère. Il y a la PAC qui arrive derrière et qui est un irritant absolument majeur. On l'espère, et la dermatose, on voit bien le problème. J'ose pas le résumer à ça, mais il y a un aspect totalement affectif dans la crise de la dermatose. On voit bien que quelqu'un qui a un animal touché, un animal contaminé, doit accepter l'abattage de tout son troupeau. Bon, c'est un protocole sanitaire qui a prouvé son efficacité, qui est reconnu comme étant souhaitable par les spécialistes, avec, au-delà de l'abattage, évidemment, la vaccination dans tout l'environnement et puis l'interdiction de la mobilité des bêtes. Donc, en ce moment, le monde agricole vit quelque chose de dur. Et il faut savoir, sur cet aspect spécifique, la dermatose, quel est le soutien qui peut être apporté par l'État. Néanmoins, pour reprendre, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Denis tout à l'heure, dans une époque où beaucoup de pays vivent durement, à la fois pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques, les tarifs imposés par les États-Unis, par Trump, et puis je veux dire, l'impérialisme pratiqué par Trump, le fait de développer des zones d'échange, dégager justement de tarifs, est une réponse vers laquelle il faut évidemment aller. Alors maintenant, il s'agit d'y aller en évitant qu'ils perdent pour des mauvaises raisons des productions très très spécifiques comme celle de la viande bovine ou des céréales. Denis Ferrand. Oui, un point aussi sur la lecture de l'équilibre agricole, et agroalimentaire en France. On le sait désormais, on est sur une situation de quasi-déficit commercial si on prend les échanges de produits agricoles. Ce qui paraît incroyable. Mais où est-ce que s'est fait ce recul de l'excédent commercial ? Il s'est fait non pas dans les échanges avec des pays tiers hors de l'Union européenne, il s'est fait principalement dans les échanges internes à l'Union européenne. C'est ça la concurrence, la principale concurrence est d'abord intra-européenne. Parce qu'il y a eu une transformation économique des modes de produire dans le monde agricole des autres pays européens, en premier lieu en Allemagne, avec la filière du lait qui a été radicalement transformée en Allemagne et qui a dégagé des excédents. Et le prochain choc à venir, c'est pas un choc qui vient du Mercosur, c'est un choc qui va venir du Maghreb, dans lequel il y a des investissements massifs dans des fermes-usines qui vont venir saturer en approvisionnement en lait, notamment les marchés européens et en premier lieu le marché français, et face auquel les agriculteurs seront totalement démunis parce qu'ils n'auront pas la taille critique. On n'en parle jamais de ça, c'est hyper intéressant. Alors que justement, les points d'obstacle, il faut les regarder d'une manière beaucoup plus large. Et en fait, le Mercosur est en réalité une opportunité bien plus que cela n'est un obstacle. Bon. Oui, non, mais en particulier, effectivement, dans la guerre commerciale qu'on vit actuellement, je pense que c'est une bonne réponse parce que c'est vrai qu'il y avait un peu cette idée aussi de court-circuiter, si j'ose dire, les États-Unis en se disant, en faisant du commerce d'un côté avec l'Amérique latine, avec la Chine, avec l'Afrique, donc d'arriver à recréer quelque part avec le Sud global, comme on l'appelle aujourd'hui. Exactement, et d'arriver à recréer une zone de commerce qui, justement, isolerait, entre guillemets, un peu les États-Unis et pour leur montrer qu'effectivement, c'est pas... c'est, à mon avis, la meilleure réponse qui peut être apportée, je trouve. Est-ce que l'Europe est encore une puissance commerciale ? Néanmoins, il faut aussi revenir au premier mandat de Trump, parce que maintenant les choses ont beaucoup changé. Mais lors du premier mandat de Trump, il fallait écouter avec une certaine attention et sans un rejet trop rapide une lecture américaine, trumpienne de la situation européenne. Vu de loin, l'Europe était une zone excédentaire sur le plan commercial, très largement excédentaire. Notamment avec les États-Unis. Avec en moyenne, je dis bien en moyenne, un taux de chômage élevé et ce qu'on appelle un fiscal space, c'est-à-dire des marges au niveau global, européen, des marges pour stimuler une demande, réduire le chômage sans exposer l'Europe globalement considérée au risque d'un déficit commercial. Et le problème européen était un problème de coordination interne. Les pays qui avaient un fiscal space n'avaient un taux de chômage très bas, et les pays qui avaient un taux de chômage très élevé, comme la France, comme l'Europe du Sud, n'avaient pas de fiscal space. Mais il y a un problème de coordination interne. Mais la critique américaine, la critique trumpienne, était, vue de l'extérieur, assez légitime. Alors maintenant, la situation a changé. La situation a changé. Pourquoi ? Parce que même dans ce qui faisait le point fort des exportations européennes et allemandes, l'automobile, la menace
est déjà effective. Et la menace risque de devenir une déferlante. Mais une déferlante... Vous parlez de la menace chinoise, là. Absolument. Absolument, la menace chinoise. Donc l'environnement, la vision qu'on pouvait avoir de l'Europe à l'époque et des problèmes européens, qui étaient essentiellement, encore une fois, des problèmes de coordination interne, ça risque d'être complètement balayé par le changement des règles du jeu, des flux commerciaux entre les différentes zones et en particulier entre l'Europe et la Chine. Qu'est-ce que l'on fait par rapport à cette déferlante chinoise ? Et par rapport à la menace totale, absolue, qui pèse sur l'industrie automobile allemande et qui est imposée par certains constructeurs comme BYD ou d'autres constructeurs. Est-ce qu'on a pris conscience en Europe de cette menace chinoise ? Les Allemands, oui. Oui, les Allemands, les Allemands, ils le ressentent durement. Et les Français d'ailleurs, c'était intéressant. Hier, je regardais l'indicateur PMI qui est sorti hier. C'est en Allemagne qu'il a le plus reculé. Alors que ça l'a fait maintenant 9 mois que Merz est arrivé au pouvoir avec un programme de relance de l'investissement, de repositionnement de l'industrie également face à cette menace chinoise. Et on voit bien que pour l'instant, ça ne percole pas. On rappelle peut-être ce qu'est le PMI, tout le monde n'est pas familier avec. C'est un indicateur auprès des chefs d'entreprise, un indicateur avancé de sentiment des chefs d'entreprise. Et de manière assez spectaculaire, il a remonté sensiblement en France, alors qu'il a reculé en Allemagne. Et donc, c'est vraiment un indicateur qui va donner le pouls de ce que voient les chefs d'entreprise. Et là, c'était dans le domaine industriel. Et dans l'industrie en Allemagne, on a l'impression qu'ils sont enfermés dans une catatonie absolument dingue. Quand vous regardez l'appréciation que se font les industriels allemands de leur position compétitive sur les marchés hors Union européenne, ça n'a jamais été aussi dégradé. Donc il y a vraiment une crise fondamentale qui s'exerce en Allemagne. Mais ils ont déjà connu c'est existentiel pour l'Allemagne. Ce type d'événement. C'était à la fin des années 90, au moment où ils digéraient leur réunification. Et c'était l'homme malade de l'Europe. Là, ils sont à nouveau l'homme malade de l'Europe parce qu'ils ont équipé le monstre qui est en train de les dévorer. Ils ont vendu pas seulement des automobiles, ils ont surtout vendu de la machine-outil. De la machine-outil, des biens d'équipement. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France s'en sort mieux, parce que c'est effectivement les biens de consommation, c'est pas comme les biens d'équipement, et que en fait, pour donner, même en Chine, il y a 6000 entreprises allemandes qui sont installées contre 1500 françaises. Donc c'est vrai que en fait, les Allemands sont beaucoup plus dépendants de la Chine, beaucoup plus subi ce choc chinois. Et en fait, par exemple, en termes d'automobile, ce qui s'est passé en Chine, c'est qu'il fallait effectivement avoir des entreprises, des joint ventures qui étaient imposées par la Chine, donc un transfert de technologie imposée par la Chine. Et en fait, en 2023, la Chine est devenue premier exportateur mondial d'automobiles devant l'Allemagne parce qu'effectivement, ils se sont appropriés ce savoir-faire, ils sont montés en gamme. Et donc, l'Allemagne, finalement, se retrouve concurrencée sur son propre terrain. Aujourd'hui, se pose la question de faire la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on se pose la question de savoir est-ce qu'une entreprise chinoise qui vient investir en Europe doit aussi faire un transfert de technologie. Moi, je l'appelle de mes voeux parce que je pense qu'on doit exiger d'ailleurs cette même condition. Mais c'est vrai que ce qui va poser problème aussi, c'est qu'on est dans une concurrence européenne et que si certains pays ne l'imposent pas, je ne sais pas, si l'Espagne accepte d'avoir une entreprise chinoise sans imposer ce transfert de technologie, ils viendront investir en Espagne et pas dans un autre pays. Donc il y a vraiment cette concurrence. Alors les Allemands sont en fait sur l'automobile les mieux positionnés par rapport aux autres pays quand même sur l'électrique, mais c'est vrai que par rapport à la Chine, on est encore en retard. Et peut-être qu'une dernière chose, c'est que en fait on a vu une grande crise de l'automobile dans tous les pays, grands pays, France, Italie, Espagne, qui a eu lieu, on va dire, au début des années, années 2000-2010. Et en fait, l'Allemagne est en train de la subir aujourd'hui et de façon beaucoup plus forte. Et donc, faut pas sous-estimer quand même ce qu'a dit Denis, la rapidité, la flexibilité avec laquelle l'économie allemande montre qu'elle est capable de s'ajuster. Et l'ajustement vers quelle direction ? Ils y travaillent, Vers quelle direction ? Mais entre autres, l'économie de la défense. Ah ça, oui. Il faut quand même être clair sur ce point-là. Et dans le domaine de l'économie de la défense, la menace d'une compétition avec la Chine est plus faible, parce qu'il y a des besoins européens, il y a beaucoup de pays qui veulent se dégager de l'emprise absolue d'une dépendance vis-à-vis de l'armement américain, et l'Allemagne va très vite. Très vite dans l'économie de la défense. J'ai même entendu un intervenant allemand qui disait au lieu de construire des voitures, on construira des tanks en fait. Exactement. Le rétrofit des usines. Exactement. Donc maintenant, Rheinmetall, je crois, est l'une des progressions boursières les plus à quel rythme ça peut se faire, mais ça peut se faire quand même très vite. Et encore une fois, l'Allemagne a montré des capacités de reconversion, une flexibilité remarquable au début effectivement des années 2000. Et là,
cette opportunité, hélas, parce que cette opportunité est associée à des risques colossaux pour l'Europe et au-delà de l'Europe, pour beaucoup de pays. Tragique de l'histoire. Oui, tragique. Mais cette opportunité, pour des pays comme l'Allemagne et pour la France, évidemment, il faut la saisir, il faut la saisir rapidement. Oui, et puis juste après, je laisse Denis intervenir, mais juste une chose, c'est qu'en plus l'Allemagne s'est pris ce choc chinois important, mais aussi le choc de la crise énergétique en Russie et l'impact du gaz et toute la question du mix énergétique qui en fait avait sans doute pas été bien pensé. Donc voilà, ils ont eu quand même plusieurs crises en même temps. C'est une double dépendance qui est tombée avec quelque la part, Russie on d'un peut dire côté pour qu'ils l'énergie sont et en la Chine pleine pour les transition exports. et je suis d'accord avec je suis d'accord avec Gilbert sur le fait qu'ils peuvent aller très vite aussi pour se reconvertir et se sortir de cette crise. Mot de conclusion, Denis. Oui, sur l'Allemagne, effectivement, ce qui s'était passé au début des années 2000, ça a été une remise en concurrence à l'intérieur de l'espace européen. Donc c'était et la question qui va se poser, en particulier sur le fait que, comme Gilbert l'évoque, si cela concerne en premier lieu le repositionnement sur l'industrie de la défense, qui aujourd'hui a une industrie de défense qui est solide, on n'est pas trop mauvais non plus. Est-ce qu'on va se retrouver à nouveau dans une situation plutôt de confrontation, de concurrence extrêmement importante ? On l'a vu sur le SCAF, c'est très compliqué entre Airbus plutôt et de coopération. Et puis le deuxième point sur lequel je serai un peu prudent sur l'aspect notamment que Céline a évoqué, qui est l'aspect des transferts de technologie. Effectivement, je l'appelle de mes voeux, c'est quelque chose qu'il faut plaider, mais il faut toujours garder présent à l'esprit que les transferts de technologie se sont toujours faits, ou en tout cas essentiellement faits, d'un pays à coût élevé vers un pays à coût plus faible, pour donner une nouvelle vie à une technologie développée déjà par ailleurs. Là, quand on envisage des transferts de technologie venant de Chine et allant vers l'Europe, c'est d'une zone de coût plus faible vers une zone de coût plus élevée. Et donc, comment est-ce qu'on assure l'économie de cette transformation ? C'est là qu'il y a... C'est assez inédit, ça. Alors, je ne sais pas, probablement, oui. Probablement que c'est inédit, mais c'est quelque chose auquel on doit réfléchir. Oui, et puis, il faut quand même avoir en tête que du côté de la Chine, il y a une mainmise de l'État et du parti qui fait que ce transfert de technologie ne doit pas se concevoir comme un transfert de technologie dans lequel il y a un libre exercice d'une économie de marché, quoi. C'est quand même complètement différent. Et le transfert de technologie... Vous nous dites que ce sera un transfert dégradé par rapport à ce que nous avons pu transférer à la Chine. Il y a une vision stratégique dans un pays qui est une dictature, il faut bien le dire, avec un parti qui a une vision de long terme, de l'avenir de planifie. Voilà, qui planifie. Et donc, ça amène à penser que dans ce transfert de technologie, il y aura des limites. Oui. Moi, je l'appelle de mes voeux, mais je ne suis pas du tout sûr que ça se produise. Donc Absolument. Bon. Merci beaucoup.